Merci d'être avec nous à la une de l'actualité ce matin. L'intifada des couteaux se poursuit toujours en Cisjordanie, toujours contre des soldats, et on tente de comprendre ce matin pourquoi ils sont désormais les cibles privilégiées de cette vague de terreur. Après leur évasion rocambolesque, l'affaire Air Cocaïne se poursuit. Les deux pilotes s'en remettent à la justice française alors que la République dominicaine lance contre eux un mandat d'arrêt international. Alors Barbouze ou innocents, qui sont-ils et qu'ont-ils à se reprocher? Réponse dans un instant. Artiste en panne de Lego. On vous raconte ce matin l'histoire incroyable du dissident chinois Ai Weiwei, provocateur, subversif. Il lance une collecte de Lego après le refus de la firme danoise de lui en livrer. Enfin, cinéma, The Walk sort en salle aujourd'hui. L'histoire du célèbre funambule français Philippe Petit. Une vie passée sur le fil, poétique et vertigineux les images en fin d'édition. Bonjour et bienvenue à tous. Plusieurs nouvelles attaques au couteau hier. Le procédé est désormais bien rodé. Le secteur, Hébron, la cible des soldats israéliens. Myriam Aman. Les attaques se succèdent en Cisjordanie. Mardi soir vers 23 h, un Palestinien tentait de poignarder un soldat israélien au cours d'un contrôle de routine à l'entrée du quartier arabe de Tel Roumeda à Hébron. Les forces de sécurité ont ouvert le feu et abattu l'assaillant. Une heure plus tôt, un soldat israélien âgé de 19 ans a été blessé au visage par deux Palestiniens dans le Gush Etzion. Les deux terroristes ont également été abattus par les forces de sécurité. Dans l'après-midi, deux adolescents palestiniens ont été arrêtés dans la vieille ville de Jérusalem. Les policiers ont trouvé sur eux une hache et un cutter. Dans la matinée, une autre attaque a été déjouée. Deux autres Palestiniens ont été interpellés près du tombeau des patriarches. Au cours d'un contrôle, les gardes-frontières ont trouvé dans le sac des suspects deux grands couteaux de cuisine. Les deux Palestiniens ont avoué leur intention de perpétrer un attentat contre des cibles israéliennes. La multiplication des attaques n'entame pas le moral des habitants des implantations israéliennes en Cisjordanie. Nous continuerons de vivre ici et ne renoncerons pas à notre vie quotidienne. Nous continuerons de circuler ici comme d'habitude, tout en poursuivant la lutte antiterroriste. Depuis plusieurs jours, les attaques palestiniennes se sont déplacées de Jérusalem en Cisjordanie et plus précisément à Hébron et sa région. Hébron, une ville de 180 000 habitants qui représente 30% de l'économie palestinienne. Seules 85 familles juives vivent à Hébron et ses environs. Ils sont complètement séparés des habitants arabes et protégés par d'importantes forces de sécurité. Des forces de sécurité très exposées aux attaques puisqu'elles se retrouvent en première ligne. Mathias Inbar, vous êtes ce matin encore dans la région de Hébron et on tente de comprendre avec vous, qui êtes sur le terrain, sur les lieux de ces attentats depuis le début de cette vague, le choix de ces nouvelles cibles, des terroristes, on vient de le voir, des soldats. Pourquoi sont-ils systématiquement visés désormais ? Écoutez, oui, Barbara, nous sommes justement dans ce carrefour du Gush Etzion qui a été le théâtre d'un nouvel attentat. Hier, vous le savez, l'un des soldats a été blessé à l'œil et les deux terroristes palestiniens tués et neutralisés. Et justement, c'est en préparant l'émission ce matin, Barbara, que j'ai pu discuter avec l'un des soldats qui m'a raconté qu'il se sentait en première ligne, qu'il se sentait directement visé. Et il m'a raconté les faits. Justement, les deux Palestiniens hier sont descendus d'une voiture et ont attendu. Je vais demander à mon camarade de vous montrer exactement l'endroit où ils ont attendu. Véritablement derrière ces buissons. Cela leur a pris quelques secondes avant de décider de traverser la route et de s'attaquer directement aux soldats. Pourquoi? Ils ont attendu que tous les civils montent dans leurs voitures et dans les autobus pour s'attaquer justement aux forces de sécurité israéliennes, ce qui répond clairement à votre question. Ils attaquent en priorité les soldats. Mathias, est-ce que c'est une question de symbole aussi? Les Palestiniens s'en prennent aux soldats parce qu'ils représentent, selon ce qu'ils disent, l'occupation israélienne?
Écoutez, ce que dit la télévision palestinienne doit servir également de motif à ces terroristes palestiniens, tout simplement parce que hier, en discutant avec les journalistes palestiniens, mais également des responsables de la ville de Hébron, ils nous disent tous que les soldats mentent. Il n'y a jamais eu d'attaque pour eux, il n'y a jamais eu de couteau à l'intérieur de la ville de Hébron et toutes ces attaques sont complètement fictives et malgré les images de vidéosurveillance, tous estiment que les soldats tirent sur les Palestiniens et ensuite rajoutent des couteaux sur la scène. Donc vous comprenez bien pourquoi, eh bien, après tout ce que je viens de dire, ces soldats sont donc en première ligne, sont visés par ces Palestiniens. Et puis Mathias, vous étiez hier également à Hébron, vous avez été témoin d'une manifestation palestinienne assez particulière. Oui, assez particulière. Quelques minutes leur a suffi à quelques centaines de Palestiniens pour écouter l'appel lancé par l'université de Hébron pour se rendre devant l'un des barrages, les points de barrage de la ville de Hébron entre la vieille ville israélienne et palestinienne. Et il y avait quelques mètres qui séparaient les soldats des manifestants. Ils réclamaient le corps des terroristes. Et surtout, ce qui est impressionnant, ce que ne sont pas les policiers qui gèrent le terrain à Hébron, mais véritablement les anciens, les chefs de famille. Je pense que vous allez le voir dans quelques instants. Voilà, on va regarder précisément, Mathias, ces images que vous avez réussi à capter hier à Hébron. En quelques secondes, les pierres pleuvent en direction des soldats et des gardes frontières. Ces derniers répondent par des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Cela faisait déjà plusieurs minutes que l'université de Hébron avait appelé tous les étudiants et jeunes de la ville à affronter les forces de sécurité israéliennes. Ces centaines de Palestiniens réclament le corps des terroristes tués ces derniers jours au moment où ils poignardaient ou tentaient de poignarder des soldats israéliens. La foule, en partie aux couleurs du Hamas, est poussive et ne veut pas entendre les requêtes des anciens. Ces derniers discutent pendant de longues minutes avec les soldats. La manifestation est alors contenue, mais les jeunes poursuivent au cri de « Nous voulons tous être des martyrs, nous marcherons par millions sur la mosquée d'Al-Aqsa ». La scène est alors presque surréaliste. Quelques mètres à peine séparent les soldats des jeunes Palestiniens. Ici à Hébron, ce ne sont pas les policiers ni les services de sécurité palestiniens qui contrôlent le terrain, mais bien les anciens, pour la plupart des chefs de grandes familles. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des shahids, des martyrs. C'est impur de les appeler des terroristes. Chaque jour, vous tuez 2, 3, 4, 5 Palestiniens et vous dites que ce sont des terroristes. Nous, on dit non, non et non. Une fois ces anciens côté israélien, les violences reprennent, ce qui les énerve passablement. Les gaz lacrymogènes succèdent aux jets de pierre. Et en pleine vague de violence, Mahmoud Abbas poursuit sa tournée européenne. Le président palestinien s'exprime à midi ce mercredi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Il prendra la parole sur la situation dans la région à l'occasion d'une réunion spéciale demandée par les Palestiniens. Et hier, Mahmoud Abbas était aux côtés de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui appelle les deux leaders à prouver leur volonté sincère de parvenir à une solution à deux États. Ce que nous cherchons à faire, c'est prendre des mesures concrètes sur le terrain, y compris des mesures difficiles qui peuvent améliorer la vie du peuple palestinien, qui peuvent renforcer l'autorité palestinienne, pas seulement sur le plan économique, mais aussi concernant la sécurité et sur le terrain politique, afin d'avoir des résultats sur le processus lui-même, pas un processus pour le bien du processus, et de l'autre côté, la garantie de plus de sécurité pour le peuple israélien. Dror, est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie européenne et peut-être internationale quelque peu déconnectée de la réalité? Écoutez, Mogherini a dit également que ceux qui considèrent que le conflit israélo-palestinien peut être géré, simplement géré et pas résolu, eh bien il se trompe car tout nouveau cycle de violence sera pire que le précédent. Or là, on est tout à fait à l'opposé de ce qu'un certain Benjamin Netanyahou a dit il y a pas si longtemps à la Knesset, à savoir que Israël devrait vivre avec l'épée pour quasiment toujours, que le conflit ne peut pas être résolu. C'est ce que Benjamin Netanyahou dit, en tout cas à usage interne. Alors on le voit, la diplomatie continue de s'affairer. Vous nous parlez ce matin de deux nouvelles initiatives. La première, néo
néo-zélandaise, la seconde française. Oui, et dans les deux initiatives, le point commun, c'est qu'on ne sait toujours pas quelle est la position des Palestiniens, et la position des Israéliens semble plutôt positive. Première initiative, on la doit à Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, qui, la semaine dernière, a tenté d'organiser un sommet tripartite à Paris, en la présence de Mahmoud Abbas et de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou a répondu par la positive, et les Français sont toujours dans l'attente de la réponse du président de l'autorité palestinienne. Deuxième initiative, on la doit à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est très loin du Moyen-Orient, mais tout de même, on a un chef de la diplomatie néo-zélandais qui s'intéresse beaucoup, semble-t-il, à ce qui se passe dans notre région, et qui a pris l'initiative d'un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies avec l'équation suivante: les Israéliens renonceraient à de nouvelles constructions dans les implantations, en d'autres termes, gel des constructions, et en échange, eh bien, les Palestiniens renonceraient à toute démarche devant la Cour pénale internationale, toute démarche contre Israël. Là aussi, et là, c'est surprenant, il semblerait, d'après nos confrères du journal Haaretz, que Benjamin Netanyahou soit intéressé par cette initiative. Malgré tous les obstacles politiques, parce qu'un gel des constructions, ça ne va pas faire plaisir à ce qu'on a à droite, et on sait que la majorité de Netanyahou ne repose qu'à une voix de majorité, et on est toujours, là encore, dans l'attente d'une réponse de la part de Mahmoud Abbas. Et puis les Américains, eux aussi, sont à l'œuvre. Un accord entre Israël et la Jordanie a été signé ce week-end, et on en sait désormais un peu plus sur les dessous de ce deal arraché par John Kerry. Si Netanyahou a accepté la proposition jordanienne de caméras sur le mont du Temple, eh bien c'est pour éviter la rupture, éviter que la paix entre les deux pays ne vole en éclats. David Klezewski. Amman, 24 octobre. Quelque chose du djihad autour de la mosquée Al-Aqsa se joue ici et prend alors un tour plus apaisé. John Kerry a fait le déplacement en personne pour rencontrer le roi Abdallah II. Le monarque est considéré comme le gardien de plusieurs lieux saints de Jérusalem. Il est aussi lié avec Israël par un solide traité de paix depuis 1994. Et selon le journal israélien de gauche Haaretz, c'est bien cette paix qu'il s'agissait de préserver coûte que coûte, cela dans l'intérêt à la fois d'Amman, de Washington et de Jérusalem. Les termes du statu quo discriminatoire ont donc été réaffirmés conjointement et sans ambiguïté. Benjamin Netanyahou notamment a réaffirmé que seuls les musulmans et personne d'autre ne seraient autorisés à prier sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées, lieu doublement saint pour les juifs et pour les musulmans. Au début de la crise, il y a un mois pourtant, le ton se voulait plus menaçant. Toute nouvelle provocation à Jérusalem affectera les relations entre la Jordanie et Israël. Et la Jordanie n'aura pas d'autre choix que d'agir. En Jordanie, nous avons été très inquiets et en colère concernant les récents développements à Jérusalem. Entre-temps, un accord sur des caméras a été trouvé. Les lieux saints seront surveillés par tous. Ces tensions renouvelées autour d'Al-Aqsa avaient débuté l'année dernière avec une première vague de violence à la voiture bélier, à Jérusalem notamment. Pourquoi est-ce si important pour Israël de parvenir à une entente avec la Jordanie? Parce qu'il semblerait qu'il y ait eu une rupture totale des contacts entre le royaume hachémite et Israël pendant un certain temps en raison de ce qui se passe sur le mont du Temple. Il semblerait que les Jordaniens étaient persuadés qu'effectivement le statu quo n'était pas respecté. Ils ont été très inquiets de la multiplication des visites de responsables politiques il y a quelques semaines sur le mont du Temple. Par conséquent, les Israéliens se sont empressés, d'après les Américains, d'accepter les conditions d'un accord jordano-israélien sur le statu quo, sur plutôt le renouvellement du statu quo et l'installation des caméras de surveillance. Merci pour ces précisions. Et puis la justice israélienne a condamné hier à 11 mois de prison ferme le chef d'une organisation islamiste actuellement dans le collimateur du gouvernement. Raed Salah joue un rôle central dans la mobilisation autour de l'esplanade des mosquées. Il appelle depuis longtemps à une intifada à Al-Aqsa. On l'écoute à la sortie du tribunal. Les Arabes, les musulmans et les Palestiniens possèdent un droit exclusif sur la mosquée Al-Aqsa. La présence des Israéliens à Al-Aqsa est illégale et elle est considérée comme une occupation. Ali Waked, merci d'être avec nous. C'est pas la première fois que Raed Salah est envoyé en prison. Est-ce que ça va changer quelque chose dans l'immédiat? Ça va réussir à calmer les esprits? Non, à mon avis, ça ne va pas avoir aucun effet sur ce qui se passe sur le terrain. Barbara, il y a une grande différence entre le poids du Cheikh Raed Salah et le poids de son mouvement. Le Cheikh Raed Salah est réputé à présent la personnalité politique peut-être la plus importante au sein des Arabes israéliens. Le mouvement islamique, la branche nord, la branche dirigée par le Cheikh Raed Salah, est la plus riche, la plus présente sur le terrain grâce au fait qu'elle a des ressources qui viennent du Qatar, qui viennent de la Turquie. Avant la rupture
rupture chiite-sunnite. Ils avaient des ressources qui venaient de l'Iran. Et le cheikh a été une fois arrêté pour avoir mené des contacts avec des agents iraniens. Et le fait que la rue arabe en Israël, malgré qu'elle respecte le cheikh Raed Salah, n'obéit pas aux appels à une violente confrontation avec les autorités israéliennes. Alors justement, pour qu'on comprenne un petit peu mieux de qui il s'agit, la branche nord du mouvement islamiste, c'est qui, c'est quoi, Raed Salah veut quoi? 79, la révolution islamique en Iran. Le lendemain, il y a un mouvement islamique qui est fondé en Israël par le cheikh Abdallah Nimr Darwish, habité à Kfar Qassem, à 20 minutes de Tel Aviv. Ce mouvement, dans les années 90, décide de joindre les élections en Israël. Et il y a eu une rupture suite à cette décision. Le cheikh Raed Salah et quelques partenaires ont décidé que participer aux élections israéliennes signifie la reconnaissance de l'État d'Israël. Et il a décidé de quitter le mouvement originaire et de former la branche nord. La branche nord contre la branche sud, c'est une division géographique due au fait que le fondateur qui a décidé de participer aux élections, il habitait dans la zone centrale du pays et le cheikh Raed Salah et son député habitent plutôt à el-Fachem et dans la partie nord d'Israël. Raed Salah continue ses déclarations virulentes, ses appels à la violence autour de la mosquée Al-Aqsa. La solution, négociée ce week-end sur des caméras de surveillance, va réussir à changer la donne? Peut-être techniquement sur le terrain, mais si jamais il y a une décision stratégique du mouvement islamique, du Hamas et des éléments palestiniens à Jérusalem, ça ne va pas changer la donne, Barbara. Le titre officiel du cheikh Raed Salah, c'est le chef du mouvement islamique, mais il est appelé aussi le cheikh d'Al-Aqsa, le plus important personnalité connectée à Al-Aqsa. Voilà qui est clair. Dans le reste de l'actualité, en France, après leur évasion rocambolesque, l'affaire Air Cocaïne se poursuit. Les deux pilotes s'en remettent à la justice française alors que la République dominicaine lance un mandat d'arrêt international contre ces deux pilotes. Alors barbouzes ou innocents, qui sont-ils et qu'ont-ils à se reprocher? Maëlle Benoliel va tenter d'y répondre pour nous. Le scénario est digne d'un film d'action, aussi rocambolesque que spectaculaire. L'affaire Air Cocaïne connaît un nouveau rebondissement. Condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine pour trafic de drogue, les deux pilotes français Pascal Forêt et Bruno Odos ont pris la poudre d'escampette. Arrivés en France ce week-end dans des conditions qui restent floues, ils veulent être entendus par la justice de leur pays natal. Je suis très fatigué, oui. Je n'ai pas encore touché terre, vraiment. Voilà. J'essaye de réaliser petit à petit que je suis rentré. Il y a des épreuves à venir. J'essaye de ne pas trop lever la tête, puisque quand on est au bas de l'escalier, ça paraît toujours très très haut. Donc je passe les étapes les unes après les autres. Et puis je sais que ça va être long. Après plus de 2 ans de procédure et une dizaine de reports du procès, la justice dominicaine avait enfin rendu son verdict le 15 août dernier et avait condamné le pilote et son copilote à 20 ans de réclusion. Les deux Français avaient fait appel de la condamnation. Ils avaient même obtenu du juge leur libération dans l'attente d'un nouveau procès et à la condition de ne pas quitter le territoire dominicain. Une obligation qu'ils n'ont pas respectée. À partir du moment où on a affaire à une justice qui ne fait pas d'enquête, qui ne nous écoute pas et qui nous condamne à 20 ans pour la seule raison qu'on est français et pas fils de bons chrétiens, je suis désolé, mais mon réflexe, moi, c'est de rentrer dans mon pays où je pourrais m'exprimer devant une justice, clore cette affaire et essayer de reprendre un cours de vie tranquille, normal comme j'avais auparavant. Pascal Forêt et Bruno Odos, deux anciens pilotes de chasse de la marine française, ont toujours clamé leur innocence. Le pilote et le copilote ont été arrêtés en mars 2013 sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana, prêts à décoller dans leur Falcon 50, alors que l'appareil transportait 26 valises contenant près de 680 kilos de cocaïne. Rudy, les questions autour des conditions de leur exfiltration se poursuivent et les regards se tournent vers un homme en particulier, un eurodéputé Front National. Il est proche des deux pilotes, Émeric Chauprade. Oui, alors on a d'abord pensé à une action de la DGSE dans cette exfiltration, mais cette piste a été démentie par tous les acteurs. Alors les regards, effectivement, se tournent vers un député, eurodéputé du FN, Émeric Chauprade, proche de l'Action française. C'est un spécialiste de géopolitique qui
par ces polémiques et ces thèses qui remettent en cause, par exemple, le 11 septembre, ou qui parle de choc de civilisation, fait souvent parler de lui. Mais Émeric Chauprade, c'est surtout celui qui a été conseiller entre 2009 et 2012 du président de la République dominicaine, Léonel Fernandez. Alors, autre indice qui pourrait accréditer cette thèse d'une participation à l'exfiltration, cette photo que vous voyez, cette photo publiée le 21 octobre dernier sur Twitter avec les deux pilotes. Alors, évidemment, il nie tout rôle actif, mais il dit seulement, je cite, avoir été au plus près de cette opération. Alors, je vous propose de l'écouter, interrogé par nos confrères de BFM TV. La semaine dernière, donc je dînais avec eux samedi 17 octobre, peu de temps manifestement avant leur évasion. Je les sentais en forme physique et mentale. Ils ne cachaient pas leur intention de partir parce qu'ils ne croyaient plus du tout ni dans le procureur Guzman, donc ni dans l'instruction de cette affaire en République dominicaine. Ils étaient combatifs et manifestement ils s'étaient préparés. Je n'étais pas du tout surpris et j'étais très heureux de la réussite de cette évasion. Alors concrètement, qu'aurait pu être son rôle dans l'évasion rocambolesque des deux pilotes? Alors ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'Émeric Chauprade a loué au même moment un hélicoptère à son nom, ce qui aurait servi à faire finalement diversion, alors que les deux pilotes eux-mêmes quittaient l'île par les mers. Et puis je vous l'ai dit, il a été conseiller du président de République dominicaine. Il connaît bien le pays, il connaît bien les gens, il connaît bien aussi la culture de la corruption et pourrait avoir été un facilitateur de cette exfiltration. Et puis surtout, en apparaissant dans les médias hier sur BFM, mais aussi sur RTL, il fait parler de lui et évidemment, il est très facile désormais de faire le lien entre cette opération et son intervention. Voilà pour ces détails. Aux États-Unis, nouvelle violence policière contre une Noire américaine. Les images scandalisent le pays, mais le phénomène se poursuit. Betsabé, sont des images particulièrement violentes, filmées en plein cours par un autre élève. Et ça circule depuis largement sur les télés, les réseaux sociaux. Exactement, depuis lundi, puisque ça s'est passé lundi, en Caroline du Sud, à Columbia. Des images choquantes. On y voit un policier, accessoirement de couleur blanche et baraqué aussi, qui en plein cours, après l'avoir saisie par le cou, arrache violemment la jeune femme accessoirement noire de sa chaise, la renverse, la traîne par terre à travers la classe. Je vous propose de regarder la vidéo ensemble encore une fois. Voilà, alors au passage, une de ses camarades qui s'est levée pour demander des explications a également été emmenée au poste pour avoir, je cite, perturbé le cours. Alors la défense de la police, qu'est-ce que c'est? Le porte-parole du département du shérif a indiqué à la presse que la lycéenne avait été invitée à plusieurs reprises pour des raisons non élucidées à quitter la classe. Alors on sait qu'effectivement l'administration a demandé, le professeur a demandé qu'elle quitte la classe et elle avait refusé, cette adolescente. Alors Léon Lott, donc ce porte-parole, prétend en outre que lorsque le policier a sommé la jeune fille de se lever, elle a refusé et elle lui aurait donné un coup de poing dans la poitrine. Il n'en reste pas moins que l'officier a été suspendu, le temps, nous dit-on, d'une enquête interne. Et puis NBC News a quand même trouvé que ce Ben Fields n'était pas aussi blanc que cela. Il a déjà comparu donc, pour une affaire dans laquelle il avait injustement, je cite, accusé des étudiants afro-américains d'être impliqués dans des affaires criminelles au sein de gangs. C'était en 2013. Voilà, et en attendant, on l'a dit, les images continuent de faire le tour du monde et continuent de scandaliser. Bien sûr, alors sous ce hashtag notamment Assault at Spring Valley High, du nom du lycée où s'est produit cette arrestation pour le moins brutale. Alors on y trouve par exemple ce genre de tweet, on rappelle, on insiste, une adolescente de la moitié de la taille d'un adulte, pas n'importe quel adulte, en plus on l'a vu, non armé, assise, et le Twitter qui rajoute « Je ne vois même pas ce qu'il y a à élucider dans cette affaire ». Autre exemple de tweet, les disparités à l'école aux États-Unis, qu'on rappelle, dès l'école, disparité entre blancs et noirs, regardez. Puis alors une disparité dont on ne parle pas beaucoup, c'est celle entre les filles noires et les garçons noirs, et oui, les filles étant encore plus victimes de racisme que les garçons noirs. Et puis enfin, des tweets de ce genre pour montrer l'aspect choquant de la scène avec une touche d'humour. Regardez, parfois les policiers font montre d'une extraordinaire retenue, et puis parfois non, reprenant donc ces images qui sont passées, on le rappelle, à Columbia ce lundi aux États-Unis.
Les bavures policières contre les Noirs américains qui se poursuivent. Et avant de se quitter, pour un nouveau journal, des nouvelles du Goncourt. C'est depuis Tunis pour soutenir la démocratie que l'Académie et son président Bernard Pivon ont annoncé la liste des lauréats. Le suspense est désormais levé. Elsa Mourgue. Les 4 finalistes pour le prix Goncourt 2015 sont Eddie Cadour avec Les Prépondérants chez Gallimard, Mathias Sénard avec Boussole chez Actes Sud, Toby Nathan avec Ce pays qui te ressemble chez Stock et Nathalie Azoulay avec Titus n'aimait plus Bérénice, enfin c'est ça, Titus n'aimait pas Bérénice chez POL. Lorient est donc à l'honneur de cette sélection. Toby Nathan place son œuvre dans son Égypte natale à l'époque où juifs et musulmans vivaient en harmonie. L'Afrique du Nord est également la scène du livre d'Eddie Cadour, tandis que Boussole de Mathias Sénard retrace les découvertes d'écrivains ou